Alors, comme je vous l'avais promis, on va prendre des questions sur l'éthique. Je vais peut-être proposer à M. Ganassia, M. Delfossi, venez vous installer voilà, pendant quelques instants à la tribune. On a une dizaine de minutes de questions. Là, on va pouvoir en profiter parce qu'on vous avait un petit peu bousculé tout à l'heure. Donc, installez-vous, je vous en prie. Et je vais passer tout de suite la parole à Stéphane Paoli qui avait une première question à poser, je crois, donc à l'un de nos intervenants. Et puis ensuite, je passerai dans la salle pour prendre d'autres questions. Merci Yves. En fait, j'ai une question pour chacun d'entre vous. Et c'est une question qui interroge l'exigence éthique et la question de confiance dont vous avez si bien parlé l'un et l'autre il y a quelques instants. L'éthique. Je me trouvais aux États-Unis il y a 15 ans, témoin d'une émission de télévision qui traitait du clonage. C'était à peu près à l'époque où on venait de cloner la brebis Dolly. C'était sur le plateau de la chaîne américaine CBS et le journaliste qui animait cette émission interroge un grand patron américain, un généticien, et lui pose une question simple. On vient de cloner une brebis, quand clonera-t-on un humain? Et le grand patron a hésité un instant et il a répondu, quand il y aura un marché. Ça, c'est la question qui interroge l'éthique. Une autre qui interroge, M. Ganassia, la confiance, qui est une sorte de parabole, au fond, que vous nous avez raconté tout à l'heure, celle de l'automobile robotisée. Et vous nous disiez que, à l'instant de risquer de renverser 5 piétons, l'automobile, je mets des guillemets, intelligente, fait un choix qui consiste, bien entendu, à épargner les 5 piétons et à tuer le conducteur. Mais que fait le constructeur? Il modifie le système pour que ce soit le conducteur qui est protégé. Et là, c'est moins l'éthique que l'enjeu, décidément, encore une fois, du marché, c'est le choix du constructeur. Donc, au fond, d'un côté, l'éthique, de l'autre, la confiance, et puis ce mur de verre contre lequel je sais que vous vous battez l'un et l'autre, mais qui est la réalité d'un marché qui pense les choses autrement que vous. Écoutez, je veux bien répondre, et pour cela, citer le discours d'Emmanuel Macron hier. La raison pour laquelle je n'étais pas parmi vous, c'est parce que il y avait la restitution du rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle et le président de la République donc a annoncé une série de mesures. Des mesures techniques pour encourager la recherche, des mesures pour favoriser la porosité entre le monde industriel et le monde universitaire, et puis un certain nombre de grands domaines d'application de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas de cela dont je vais parler. Le dernier point qui était extrêmement important dans le dispositif, c'était d'encourager une réflexion sur les dimensions éthiques et politiques liées au développement de l'intelligence artificielle. Et ce que disait le président, et je crois que c'est aussi bien sûr la question que nous posons, c'est que le marché américain est d'un extrême libéralisme. Seule la loi du marché l'emporte. Aujourd'hui, nous avons des grands acteurs qui sont uniquement mus par une soif de profit, avec cette idée que la main invisible va pouvoir équilibrer les choses et conduire à une certaine forme de justice. Or, aujourd'hui, on se rend compte que dans le monde tel qu'il est, alors j'ai parlé des États-Unis, mais on pourrait parler de la Chine avec d'autres motivations qui sont un ordre établi, avec l'utilisation des techniques pour essayer de s'assurer que la population obéit bien. Par exemple, on va utiliser la reconnaissance faciale pour repérer les infractions des citoyens, où on va définir un score social qui va, dans les années à venir, évaluer la conformité de chaque citoyen, ce qui nous donne froid dans le dos. Je crois que si la France et l'Europe ont quelque chose à apporter au monde, c'est justement que nous avons des conceptions qui sont différentes. Et il me semble que justement les questions d'éthique devront intervenir. Et ces questions d'éthique sont des questions de réflexion, comme j'ai essayé de le montrer, qui doivent faire intervenir à la fois toutes les disciplines scientifiques, puisqu'il n'y a pas une connaissance qui nous permet de comprendre les conséquences des développements scientifiques et technologiques, mais pas seulement les scientifiques, c'est aussi l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'il faut savoir dans quel monde nous voulons vivre. Le monde de demain, c'est un monde qui est forgé par les sciences et par la technologie.
ce monde, nous ne pouvons pas y échapper en mettant la tête dans le sable et en disant « ça n'adviendra pas, c'est trop affreux ». Et en même temps, c'est un monde que nous construisons. Et je crois qu'il faut d'abord savoir dans quel monde nous voulons vivre et ensuite essayer de mettre l'ensemble des connaissances humaines au service de ce désir collectif. Donc je vous remercie de cette question, je pense que c'est un grand effort, mais c'est justement ça l'objectif des réflexions que nous poursuivons sur l'éthique, c'est de définir tous ensemble, j'insiste sur le fait que c'est tous ensemble, ce que nous souhaitons faire. Il y a différentes possibilités, et c'est donc ce que nous souhaitons faire. Merci. Merci. Tout d'abord, séparons bien le temps, une fois de plus, je le répète, mais j'y insiste, le temps du politique et le temps des scientifiques ou des gens qui réfléchissent à l'éthique. Et séparons bien ces deux temps, chacun a son rôle, ils doivent se parler, mais c'est des temps différents. Sur votre question sur business et santé, c'est une vraie grande question. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler tout à l'heure, mais finalement, si on regarde ce qui s'est passé depuis 2009, 2011, si je prends le temps de la loi, mais ce qui n'est qu'un exemple, moi je suis frappé. Je vous l'ai expliqué, je suis professeur de médecine, donc j'ai eu des contacts, bien sûr, avec les industriels, même si je n'ai pas de lien d'intérêt, j'ai eu des contacts. Et je ne suis pas non plus connu comme étant un révolutionnaire d'après 50 ans, après mai 68. Je suis quand même frappé par l'importance que prend l'argent dans le domaine de la santé. Il y a une série de tabous dont on ne parle jamais, donc je vais vous en parler. Le premier élément, nous avons besoin d'industriels de la santé forts, non pas pour fabriquer les médicaments, parce que c'est plus eux qui les fabriquent, et ils achètent en général des biotech, mais pour distribuer le médicament. Le métier de l'industrie pharmaceutique a changé, c'est devenu des distributeurs de très grande qualité. Ils ne produisent plus, ils ne cherchent pratiquement plus, ils achètent des biotech qui font la recherche, biotech issues du milieu académique, payées, en particulier en France, mais aussi dans d'autres pays, par l'État, donc par nous. Le deuxième élément, c'est que le business est vrai aussi maintenant pour les biotech, c'est-à-dire que quand je vous expliquais tout à l'heure l'accès par exemple à la génomique pour $1000 pour faire un séquençage entier, il y a maintenant une série de technologies qui permettent de le faire, de biotech qui le prennent sur Internet, c'est pas pour le bien de l'humanité, c'est pour faire du business. Sur certains aspects de fécondation in vitro, on n'est pas loin de ça. Donc, ce n'est pas pour du tout lier la science. Vous avez compris que j'appuie au contraire pour que la science soit extrêmement présente et qu'on la voit évoluer. C'est pour attirer notre attention à tous que le business est au cœur de la santé. Et enfin, dernier élément d'information, et je défie qu'on me contredise sur ce point, c'est que si on regarde le ratio de ce qui est distribué dans les dividendes des grandes bourses mondiales, y compris du CAC 40, le ratio de ce qui est distribué par l'industrie pharmaceutique en termes de dividendes est plus important que l'industrie du luxe. Sanofi distribue, compte tenu du chiffre d'affaires de Sanofi, plus de dividendes que Louis Vuitton Moet Hennessy. Donc on peut s'interroger si, dans le domaine de la santé, alors même qu'on est dans une situation de crise difficile sur le coût des médicaments et qu'on est en train de se poser une série de questions éthiques sur le coût, par exemple, des nouveaux anticancéreux, plusieurs centaines de milliers d'euros par an pour un patient et pour un traitement, où on a un système qui est au bord de la crise, s'il est totalement logique de continuer à avoir en face de nous une industrie pharmaceutique qui est aussi dominante. Voilà. Donc c'est un coup de cœur, je vous l'ai donné. Merci. Yves Heyer, retraité du commissariat à l'énergie atomique. Ma question est pour Monsieur Ganassia,
qui m'a beaucoup surpris, vu ma carrière professionnelle et toutes les connaissances que j'ai en matière d'éthique. Il conclut notamment à la fin en disant la chose suivante: la confiance sociale ne peut venir que par les sciences. Mais tout est à inverser, puisqu'il a été prévu, quand ce terme éthique est intervenu dans des entreprises à laquelle j'ai participé, EDF, CEA, Cogema, à chaque fois, ce terme éthique est édulcoré complètement et on passe à côté de la plaque. Et je peux vous dire que éthique est un écran de fumée, puisqu'il n'a pas parlé notamment des chartes d'éthique qui, dans la plupart des sociétés que je continue à suivre directement, indirectement, ont été abandonnées. L'éthique, c'est essentiellement une méthodologie objective correspondant à la conscience professionnelle laïque qui actuellement a été abandonnée. Merci autant dire, ma question est la suivante. Actuellement, on est complètement à côté de la plaque. Le terme éthique étant édulcoré et protégeant des profits et des anomalies épouvantables. Voilà. Merci de votre intervention, monsieur. Je vous remercie de votre question car ça va me donner l'occasion de préciser un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec vous sur le fait que le terme éthique est certainement galvaudé aujourd'hui. Ce dont je veux parler ici, c'est de l'origine de l'éthique. Vous savez que le terme éthique vient de mœurs, d'usage en grec. Et il existe un autre terme qui veut dire la même chose en latin, de moralis. Ce sont aussi les mœurs. Et en français, on a pris l'habitude de réserver le terme éthique, puisqu'il a une origine grecque, plutôt à la réflexion et la morale plutôt aux règles, puisque la référence à Rome semble évoquer pour nous les lois. Et donc, dans ce contexte, ce dont on parle ici, lorsqu'on parle d'éthique, ce n'est pas donné de charte éthique. Vous voyez, c'est plutôt dans le monde anglo-saxon où on a défini des chartes éthiques qui sont des ensembles de règles. J'en veux pour preuve, c'est l'ANR, par exemple, l'Agence nationale de la recherche, a établi une charte de déontologie. Et comme il y a beaucoup d'experts étrangers, il y a une traduction en anglais. J'étais très intéressant de voir que la traduction en anglais, c'était Code of Ethics. Donc effectivement, vous avez raison, il existe plusieurs sens qui ont pu être donnés au terme éthique. Ce dont je voulais parler dans mon exposé, c'est plutôt de la réflexion. Et d'ailleurs, lorsque j'ai évoqué la question de la conscience, de la confiance plus exactement, aussi de la conscience, de la confiance et la tension qui peut exister et le doute, justement, je parlais de la réflexion. Question éminemment difficile, puisque je n'ai pas de solution à apporter. Il n'y a pas de recette miracle. En revanche, il y a des interrogations, et je crois, comme on a essayé de le dire ici, il y a des tensions. Comme l'a dit Jean-François Delfrécy, comme j'ai essayé de le dire, comme ça a été dit sur la vaccination, il y a des tensions, et en même temps, je crois qu'il est très important pour le scientifique de porter à la connaissance du public les connaissances qui lui permettront de réfléchir et, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, d'essayer de lutter contre les désinformations, contre les fake news, contre les infox dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça a été redit tout à l'heure très très justement à propos de la vaccination. Nous sommes dans une société de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière qui nous baigne est de plus en plus constituée de flux d'informations. Alors l'information a des caractéristiques très particulières. Là où, dans le monde physique, nous avions des établissements, des institutions qui étaient solides, l'information, c'est à la fois extrêmement puissant et ça se renverse tout d'un coup. Des rumeurs, des fausses nouvelles peuvent totalement transformer la situation.
Et je crois que la difficulté que nous rencontrons en tant que scientifiques, c'est justement d'essayer de lutter contre ces fausses nouvelles qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Je crois que sur la vaccination, on nous en a donné un certain nombre d'illustrations tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est capable d'instiller la méfiance. Vous avez bien vu que dans le jeu démocratique, nous avons la même chose. L'an dernier, au cours des élections, il y a un peu plus d'un an et demi, au cours des élections américaines, mais même en France, vous aviez un certain nombre de bruits qui n'étaient pas fondés, qui couraient. Et donc, c'est en ce sens-là où je crois que vous avez raison, il faut redonner au mot éthique son sens fort, et c'est ce que nous essayons de faire, et essayer de ne pas le galvauder. Merci. Merci.